Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'intérêt de la fiducie, on parlera également de la spécificité du contrat conclu à distance et enfin du procès du Père Noël. On débute tout de suite cette émission avec Yves-Marie Ravet, associé fondateur de Ravet Associés, pour parler de la fiducie. Yves-Marie Ravet, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'intérêt de la fiducie ? Vaste question. Il y a beaucoup d'intérêts. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fiducie rentre progressivement dans le monde du droit, après 15 ans après sa création. Intérêt essentiel aujourd'hui dans le monde du financement, de la restructuration des entreprises. La fiducie n'est plus seulement une adolescente, elle est devenue un contrat adulte aujourd'hui. Pour faire très simple, en espérant d'être simple sur un sujet qui est un peu complexe, il s'agit de transférer des actifs du patrimoine d'un constituant vers un fiduciaire dans l'intérêt soit du constituant lui-même ou d'un bénéficiaire. Dit comme ça paraît un peu compliqué. Si on veut le simplifier, ça ressemble un peu à l'assurance vie. Ça permet de transférer la gestion de ses actifs à un tiers de confiance, qui peut être fiduciaire, un avocat, une compagnie d'assurance, une banque ou une société de gestion. Petit historique très simple, ça a été d'abord créé et utilisé dans le monde du restructuring pour faciliter l'accès au financement. C'était l'idée de la loi de 2007. On peut dire aujourd'hui c'est un succès. Ça n'est plus une interrogation, ça n'est plus une question. Ça rentre progressivement dans le monde du financement comme étant une véritable institution. De nouveaux acteurs, un grand réseau comme le réseau BPCE a fini par créer une institution dédiée à la fiducie. Donc on n'est plus du tout dans le balbutiement des premiers temps. C'était de la haute couture, facturé très cher, pour tout dire, dans un monde particulier, comme je l'ai dit, du retournement de la vie des entreprises. Aujourd'hui, ça a tendance à se banaliser et à rentrer dans le monde du financement. Alors, on comprend mieux ce qu'est la fiducie. Quelles sont les différentes formes de fiducie ? Alors, la loi française réserve la fiducie à deux hypothèses. Fiducie gestion, je remets mon patrimoine à un tiers qui le gère pour mon compte, le temps de la durée du contrat. Deuxième hypothèse, fiducie sûreté, j'adosse les actifs qui ont été confiés à ce fiduciaire à la garantie d'un contrat. Idéalement et singulièrement le contrat de prêt. J'affecte un immeuble, le fiduciaire en devient propriétaire dans le cadre du contrat, à charge pour lui d'assurer la garantie des termes du contrat. S'il y a défaut, il peut soit le rendre au bénéficiaire, à la banque, soit le restituer au constituant d'origine si le prêt est bien payé dans les termes du contrat de prêt. Tout ça paraît toujours, dès qu'on a une hypothèse à trois entités, ça paraît toujours un peu compliqué. Il faut cibler des sujets simples pour permettre de comprendre. Aujourd'hui, ça sert à sécuriser dans le monde du crowdfunding, qui est un monde nouveau de financement. Il faut sécuriser les opérations, car souvent on dit le prix du risque n'est pas très élevé. Il y a dans le crowdfunding aujourd'hui des défauts. On se rend compte que le contrat de fiducie est un contrat parfaitement adapté à cette situation. Alors, vous avez expliqué comment la fiducie pouvait sécuriser certaines opérations. Oui. Comment est-ce qu'elle est entrée dans les pratiques de la place ? Oui, clairement. On l'a dit souvent, on le répète à chaque fois, elle est connue comme étant la reine des sûretés. Alors il faut le dire parce qu'en effet, c'est un contrat dont l'application est simple. Si je compare à une hypothèque, je rends public mes droits, mais l'efficacité, elle va devenir judiciaire. Dans un monde qui se déjudiciarise aujourd'hui, où on recherche soit des solutions amiables dans le cadre de la médiation, les règlements amiables, la fiducie est un outil adapté. Comme la médiation, comme la conciliation, la fiducie est un mode intelligent de règlement des contentieux puisqu'elle préempte en amont de la vie du contrat les situations où on risque d'avoir un défaut. C'est un contrat soumis au Code civil, qu'on appelle contrat nommé. Au début, on se demandait est-ce que ça va marcher ? C'était la question que me posaient mes clients. Je leur disais le contrat de vente, ça marche, c'est inscrit dans le Code civil. Aujourd'hui, la fiducie est inscrite dans le Code civil. Par conséquent, la manœuvre des juges n'intervient qu'en cas de fraude, de déséquilibre manifeste du contrat. Quels sont les montages dans lesquels elle est utilisée, cette fiducie ? Alors, ce que je pratique en réalité sont ceux qui sont reliés au monde du droit du financement des entreprises. C'est là que la pratique a installé définitivement aujourd'hui la fiducie. On sait par exemple que dans un protocole de conciliation soumis au livre 6 du Code de commerce,
on va utiliser la fiducie pour sécuriser les engagements pris par telle ou telle partie, généralement le débiteur, mais ça peut être aussi d'autres parties. On peut l'utiliser pour sécuriser un pacte d'associés. On peut l'utiliser pour sanctuariser les actifs d'un dirigeant. C'est une matière que je développe particulièrement aujourd'hui parce qu'elle n'est pas suffisamment utilisée. Là, on se rapproche à nouveau de la fiducie telle qu'utilisée au Canada ou dans les pays du droit anglo-saxon, dans lesquels ce qu'on appelle le dirigeant opérationnel possédant a intérêt à confier la gestion de ses actifs par de SCI ou liquidité à un tiers, permettant ainsi de sanctuariser ses actifs, d'avoir une gestion autonome, transparente, et dans l'hypothèse des problèmes et des accidents de la vie que peuvent constituer une faillite, une incapacité, eh bien, c'est un outil qui s'avérera réellement efficace. Pour terminer brièvement, est-ce que les coûts sont un frein au développement de la fiducie? Pour reprendre mon image de la haute couture, on est passé certainement du mode de la haute couture, pas encore totalement au prêt-à-porter, mais des outils se développent. La digitalisation offrira, je pense, à très court terme, un outil idéal pour l'ensemble des acteurs et permettre de réduire les coûts. On est plus proche aujourd'hui de coûts de constitution de société que d'un contrat haute couture. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Quelle est la spécificité du contrat conclu à distance? On en parle tout de suite avec mon invité, Aurélie Vuchet-Bondé, avocate directrice au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un contrat conclu à distance? Alors, un contrat conclu à distance est défini par l'article L221 du Code de la consommation comme étant tout contrat conclu entre un consommateur et un professionnel dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services, sans la présence simultanée physique du consommateur et du professionnel de santé, et ayant recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Quelles sont les 3 conditions du contrat conclu à distance? Alors, la première, la plus évidente, est l'absence de présence physique simultanée du consommateur et du professionnel. Cela permet de distinguer un contrat conclu à distance d'un contrat dit hors établissement ou contrat à démarchage à domicile, où là, au moment de la conclusion du contrat, le professionnel et le consommateur seront présents. Ensuite, il y a la seconde condition qui est la présence, le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance. Alors, le législateur n'a pas fixé de liste précise de ces communications à distance, mais il s'agit par exemple d'un SMS, quand vous commandez quelque chose via votre télévision, par mail, par un catalogue, tous ces types de communication. Ce qui est très important, c'est que c'est le moment de la conclusion du contrat qui compte. C'est-à-dire que si vous allez par exemple dans un magasin pour repérer un canapé, mais que vous le commandez en ligne, là, le consommateur pourra bénéficier des dispositions du contrat conclu à distance. En revanche, s'il va signer le bon de commande dans le magasin et qu'ensuite les dispositions relatives à la livraison du canapé sont faites à distance, là, le consommateur ne pourra pas bénéficier des dispositions du contrat conclu à distance. Et enfin, la troisième condition, c'est la présence d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance. Alors, ce critère a été introduit par la loi Hamon en 2014, et là encore, le législateur ne donne pas de définition précise du système organisé de vente ou de prestation de services à distance. Et pourtant, ce critère est très important puisque les 3 conditions sont cumulatives. Et la Cour de cassation l'a récemment rappelé le 31 août dernier dans un arrêt, c'est au consommateur de démontrer l'existence de ce système organisé de vente ou de prestation de services à distance. Alors, on pourrait s'attendre à ce que l'activité professionnelle implique nécessairement la présence d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance. Eh bien, malheureusement, ça n'est pas aussi évident. Le consommateur va devoir démontrer l'implication du professionnel jusqu'à la conclusion du contrat, ce qui se fera assez facilement si le professionnel bénéficie par exemple d'un site marchand sur son site internet. En revanche, si le site internet du professionnel ne sert uniquement qu'à décrire les biens proposés ou les prestations de services offertes, là, il ne pourra pas le faire. Exactement, il ne pourra pas le faire. Ça ne sera pas le cas si un professionnel, par exemple un antiquaire, accepte de façon exceptionnelle de prendre une commande par téléphone et de livrer le bien. Là encore, ça ne sera pas évident. Le système organisé de vente ou de prestation de services à distance ne sera pas forcément automatiquement démontré. Et j'insiste, c'est vraiment au consommateur de démontrer les 3 conditions qui sont cumulatives.
Alors justement, quand il a démontré qu'il y a ces trois conditions, quel est l'intérêt pour le consommateur de bénéficier du contrat conclu à distance? Eh bien, le législateur a voulu protéger le consommateur des achats impulsifs qui peuvent arriver lorsqu'on regarde un catalogue, quand on regarde une émission de téléachat ou quand on surfe sur un site internet. Pour cela, le professionnel a l'obligation de délivrer préalablement à la conclusion du contrat différentes obligations d'information. Premièrement, le professionnel doit donner des informations concernant son identité. Il doit également donner des informations concernant les caractéristiques précises du bien offert. Par exemple, si vous achetez un appareil photo, il faut également préciser si la carte mémoire, quelle sera sa capacité, si la batterie est fournie avec ou pas, la disponibilité des pièces de rechange. Le prix, c'est également très important. Il doit être détaillé. Par exemple, quand vous achetez un billet d'avion en ligne, maintenant vous voyez une petite ligne avec indiqué le montant des taxes d'aéroport. Mais surtout, le professionnel doit informer le consommateur de sa possibilité de se rétracter. Alors, qu'est-ce que le droit de rétractation? C'est la possibilité pour le consommateur, dans les 14 jours à compter du lendemain de la réception du bien ou de l'exécution de la prestation de service, de se rétracter. Le droit de rétractation est libre, c'est-à-dire que le consommateur n'a pas besoin de justifier, de donner n'importe quel motif pour se rétracter. Et dans ces cas-là, le professionnel va avoir l'obligation, dans les 14 jours qui suivent son information de la demande de rétractation du consommateur, de rembourser l'intégralité des sommes versées. En revanche, certains biens sont exclus du droit de rétractation, comme par exemple les biens périssables, comme des denrées alimentaires ou des fleurs qui, au bout de 14 jours, ne seront plus en si bon état qu'au départ, ou bien des biens qui ont été commandés de façon très spécifique par le consommateur, par exemple une voiture très très customisée. Bien évidemment, le professionnel aura du mal à revendre ce bien à un autre consommateur, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se rétracter dans tous les cas. C'est assez logique, on voit qu'il y a plein de garanties qui entourent justement la protection du consommateur. Merci Aurélie pour cet éclairage. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler du procès du Père Noël. C'est l'ouvrage de Raphaël Costa, co-animateur du site de Curiosité Juridique, également chargé d'enseignement à Paris-Saclay. Raphaël Costa, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le Père Noël est-il poursuivi? Alors, il est poursuivi pour ce qu'on a l'habitude de connaître chez lui, c'est-à-dire d'abord violation de domicile, violation aussi de l'espace aérien avec son traîneau, ensuite livraison de jouets contrefaits et défectueux, qui peuvent être parfois dangereux, acte de cruauté sur les rennes, qui travaillent toute une nuit d'arrache-pied, et le dernier élément, c'est, j'ai un trou de mémoire, mais c'est donc le travail forcé sur les lutins. D'accord, Voilà. donc ça fait quand même beaucoup de choses qui Oui, lui sont ça reprochées. fait. On a regroupé avec 4 chefs d'inculpation principaux, donc les violations domicile à l'espace aérien, et en tout, donc il encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. C'est le travail forcé sur les lutins, et 750 000 € d'amende pour l'amende maximale, et ça c'est pour la livraison de jouets contrefaits. Qui sont les protagonistes de ce procès? Alors du coup, d'abord le Père Noël, donc qui a été arrêté et qui va être jugé en France. Ensuite, en fait, donc le livre se découpe. D'abord, on explique au lecteur un peu les 4 chefs d'accusation. Donc le protagoniste aussi, c'est le magistrat qui explique un peu comment ça se passe, ce qu'il encourt pour chacun des chefs d'accusation. Et ensuite, tout le livre, ce sont les témoignages au procès. Donc en fait, il y a 5 jours de témoignages. Les premiers protagonistes, ce sont les proches du Père Noël, donc la mère Noël, les lutins. Il y a des lutins qui témoignent. Des reines. Ensuite, on a une journée dédiée aux célébrités. Donc, il va y avoir, par exemple, Vladimir Poutine qui avait pris parti pour le Père Noël en conférence de presse quand il a été réélu. De quelle manière? Pourquoi? Alors, parce qu'il y a une affaire en fait en Russie, il y a un avocat de Saint-Pétersbourg qui a porté plainte contre la société qui gère le village du Père Noël en Russie parce qu'il a fait des listes au Père Noël depuis qu'il est petit et dit qu'il a jamais reçu les cadeaux. Et donc c'est une vraie affaire en Russie. Et Poutine a été interrogé là-dessus en conférence de presse il y a 2 ans et il a répondu que cet avocat devait s'en prendre qu'à lui-même parce que s'il n'a pas eu de cadeau, c'est parce qu'il n'a pas été assez sage. Et ensuite, donc Poutine a dit qu'il était lui-même l'avocat du Père Noël et donc il a pris sa défense comme ça dans cette conférence de presse. Alors pour l'instant, on n'a pas encore eu les suites de ce procès, mais donc voilà. Puis ensuite, il y a Maria Carey, par exemple, qui est très connue pour sa chanson sur Noël et tout. Donc voilà, ça c'est les deuxièmes types de protagonistes. Après, on a les experts, donc les experts en vétérinaire qui font un travail d'expertise sur les rennes, les experts psychiatriques, médicaux, aériens aussi et spatiaux, parce que
le vaisseau spatial était classé jusque-là comme OVNI le traîneau était classé comme OVNI par le GEPAN, je sais pas si vous connaissez, qui est un service du CNES, l'Agence spatiale française, qui est dédié à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, et donc il le classait dans les phénomènes un peu mystérieux. Et donc voilà. Ensuite, il y a aussi des médecins. Donc là-dessus, je me suis basé sur une vraie étude universitaire sur l'état de santé du Père Noël. Ouais, j'essaie de confronter un peu le Père Noël aux sciences par ces interviews d'experts. Et que dit cette étude, par exemple? Du coup, il a beaucoup de problèmes de peau parce que, par exemple, il est sujet aux rayons cosmiques puisque le traîneau, il se déplace au-dessus de l'atmosphère. Donc, il n'y a pas l'atmosphère qui bloque les rayons cosmiques. Donc, il peut avoir des mélanomes, des choses comme ça. Problème de sudation important parce qu'il va habillé en tenue d'hiver, mais aussi au pôle sud. Donc là, il fait chaud. Donc, du coup, la tenue n'est pas du tout adaptée à son travail. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et des exemples aussi. On nous dit aussi que c'est un très mauvais exemple de santé publique parce que il arrive dans des maisons, il a des problèmes de surpoids, de diabète et tout, puisqu'il arrive, il prend toujours du lait puis des cookies. Enfin, voilà. Et puis, dans certains pays, la tradition, c'est pas du lait et des cookies, c'est un petit verre de cognac. Donc, il a aussi des problèmes d'alcool et tout. Enfin, c'est une étude qui est assez drôle. Il a beaucoup de problèmes ce Père Noël. Alors ça, c'est une des parties un peu plus longues du livre, mais c'est vrai que cette étude universitaire, elle est hallucinante, elle est vraiment très drôle. D'ailleurs, c'est des profs de Paris-Saclay qui ont fait ça en médecine. Et ensuite, il y a aussi des enfants victimes de jouets dangereux. Ça, c'est un autre élément que j'ai découvert, c'était les jouets qui peuvent causer beaucoup de dégâts, avec des yeux crevés, avec les petites fées qui volent là, ou alors j'ai même découvert des jouets des années 70, 60, des boîtes de chimie radioactive aux États-Unis qui ont été retirées de la vente, des choses comme ça. Donc en fait, voilà un peu tous les protagonistes. Et les derniers, c'est la plaidoirie de l'avocate du Père Noël, puis avant le procureur quand même, et puis ensuite le Père Noël. Alors justement, par qui va être jugé le Père Noël? Alors du coup, c'est un peu la nouveauté du livre, c'est que le Père Noël est jugé par les lecteurs, qui sont placés du début à la fin du livre en position de juré au procès. Donc c'est pour ça qu'on commence au début par leur expliquer les 4 chefs d'accusation, ce qui est bien important d'identifier. Ensuite, ils assistent au témoignage. Donc vraiment, c'est des dialogues. Le livre fait que de dialogues. Ils assistent au témoignage de tous ces protagonistes que je viens d'expliquer. Et à la fin, ils ont une espèce de petite grille à remplir s'ils veulent se prêter au jeu en estimant s'il est coupable, non coupable sur chacun des chefs d'accusation. Puis s'ils estiment que oui, fixer la peine. Donc ça peut être de la prison ferme avec sursis, une amende. Et puis sur certaines mesures, il y a des peines complémentaires comme la confiscation des rênes ou des dommages et intérêts aux enfants victimes de jouets dangereux. Et ensuite, après, le lecteur, à la fin, a un QR code, il se connecte du coup sur le site du livre, et là, en fait, il peut décider et mettre en commun son vote avec tous les autres lecteurs, et ensuite, à la fin, quand il valide son vote personnel, il a le résultat global du livre. Donc voilà, le Père Noël est jugé par tous les lecteurs qui vont pouvoir assister au procès. Donc, il n'y a pas la fin dans le livre. Alors, rassurez-nous quand même, est-ce qu'on peut s'attendre à une relaxe du Père Noël? Alors du coup, comme le livre vient de sortir, je sais pas encore, mais a priori, quand même pas vraiment. Mais on peut fixer une peine de prison avec sursis, par exemple. Donc voilà, on sait pas trop. C'est un vrai enjeu parce qu'il faut savoir si Père Noël sera en liberté pour pouvoir livrer les cadeaux cette année. Tout à fait. On va conclure là-dessus et puis on verra quelle sera l'issue pour Noël. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.